Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Côté, journaliste à Ouest France. Bienvenue dans 100% Vélo, votre podcast hebdomadaire consacré au monde du cyclisme. On se retrouve chaque lundi pour aborder l'actu vélo avec des rencontres, des débats, de l'analyse, mais aussi des récits sur les grands exploits accomplis dans l'histoire de ce sport. Seul en tête, seul au monde, seul dans son monde. 100% Vélo. On a le plaisir, pour lancer cette nouvelle série, d'accueillir à notre table le vice-champion olympique Valentin Madouas. Bonjour Valentin. Bonjour. Je suis accompagné de Gaspard Brémond et Dominique Faury. Merci d'être le parrain de ce premier numéro de 100% Vélo. On a tous encore en tête ta magnifique seconde place au JO de Paris et les belles émotions que tu nous as fait vivre. Oui, c'est vrai, ma saison c'est terminé au mois d'octobre. C'était une saison assez particulière pour moi. Elle a commencé par des chutes un peu compliquées dans ma préparation pour les classiques qui se sont bien passées, mais sans vrais exploits. J'étais présent quasiment dans le top 10 de chaque classique, mais il manquait à chaque fois un petit peu de réussite, un peu de force tout simplement pour aller chercher un podium que je recherchais, voire une victoire. L'objectif numéro 2 était le Tour de France avec les Jeux Olympiques. Et le Tour de France s'est bien passé, je trouve. J'avais des très bonnes sensations, mais pour le coup, pas la bonne réussite. Tout a changé le 3 août aux Jeux Olympiques, c'est vrai, quand j'ai pu terminer à la seconde place. Est-ce que c'est une journée qui a changé ta vie ? Oui, je pense. Parce que la retombée autour de cette course, elle a été juste incroyable. Il y a eu tellement de gens qui me parlent de ça. Et puis même moi, c'était un rêve de déjà participer aux Jeux Olympiques, mais surtout d'obtenir une médaille sur cette belle course. Pour moi, c'était inespéré déjà au départ. J'y croyais, mais je voulais pas me la mettre en tête parce que je me suis dit que si j'allais pas y arriver, j'allais peut-être être déçu, mais j'y croyais vraiment fortement. Et le fait de l'avoir, ça a été un moment magique. Tu parles de l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là avec ta famille. Ça a été plus fort que sur n'importe quel autre événement ? L'émotion, elle était très forte. C'est surtout qu'on a pu en profiter pour la première fois, alors que d'habitude, on peut pas vraiment en profiter. On est reparti sur d'autres courses, sur d'autres objectifs, et puis on est au sein de l'équipe. Or là, j'ai été libéré par l'équipe pour pouvoir profiter un peu de ces moments, et des médias de toute façon qui étaient obligatoires. Et donc en fait, j'ai pu vraiment profiter à 100% de la performance sportive, chose que on n'a pas l'habitude de pouvoir faire dans le vélo. Donc pour moi, c'était ce moment-là qui ressort, quoi. C'était un moment de partage et d'émotion entre moi, ma famille et puis le public aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon résultat à la Madouas ? Parce qu'en fait, certes, il n'y a pas la victoire, il y a la médaille d'argent. On sait que c'est important dans une compétition comme les Jeux. Mais tu es toujours à l'aise sur des courses supérieures à 250 km. On se souvient que tu avais été 3e du Tour des Flandres il y a 2 ans. Et là, c'est toi qui es allé chercher ce résultat en ayant l'inspiration d'aller dans une échappée à plus de 70 km de l'arrivée ? Oui, je pense que c'est une course de toute façon qui me correspondait bien du fait du profil déjà de la course, avec des montées pas très longues mais sans cesse. Dès le début de la course, on n'a fait que durcir la course. Et après, Thomas Vauclair m'a aidé aussi dans la stratégie. Il nous a mis en valeur pour être performant à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai pu anticiper là où je voulais anticiper vraiment. Et ça s'est passé vraiment exactement comme je le pensais. C'est ça qui est assez marrant, c'est que des fois tu t'imagines plein de scénarios et ça se passe pas. Et puis à un moment donné, ça va se passer pile comme tu as voulu que ça se passe. C'était ce jour-là, pour la course la plus importante de l'année pour moi en tout cas. Donc c'est vrai que le moment était juste incroyable et magique. Et oui, c'est une course à la Madouas, entre guillemets. J'espère qu'il y en aura un peu plus les prochaines années qui arrivent. Juste, on peut ne pas parler de cette journée-là sans parler de Montmartre. Forcément, c'est des images qui ont marqué les Français. J'aimerais que tu nous racontes, toi, comment tu as vécu ce moment. Ouais, j'ai vraiment vécu ce moment assez particulier parce que quand j'arrive dans Montmartre, le premier passage, je suis dans le groupe d'échappés déjà, on est une dizaine, je crois. Et on rentre dans Montmartre. Moi, je voulais faire un peu le mort, donc je me suis mis derrière. Et là, j'ai pu un peu profiter du moment. J'ai regardé un peu autour de moi. J'étais plus... comme je me sentais très bien, je sentais que le rythme, il était carrément à ma valeur, donc j'étais tranquille. Et je regardais un peu autour et je voyais comment ça se passait. Et donc là, j'ai pu un peu profiter et me dire, c'est wow, il y a autant de monde. Et après, le deuxième passage, je suis dans la roue à Remco, donc là, je rigole pas du tout. Et puis le troisième, je suis tout seul, où là, j'ai l'impression d'avoir les encouragements que pour moi. Donc c'est des 3 passages complètement différents pour
pour cette course. Et ouais, beaucoup de monde, ça poussait, ça criait, on s'entendait pas. Et une surprise, mais tellement belle que c'était génial. Alors avant de refermer le bilan sur cette saison 2024, est-ce qu'on peut dire que, indépendamment de ce super résultat à Paris, c'est une saison qui t'a laissé un petit peu sur ta faim? Oui, elle est clairement restée sur ma faim parce que j'ai pas gagné déjà. Même si la deuxième place, tout le monde va me dire c'est comme une victoire pour moi aussi, hein, c'est comme une victoire, ça c'est vrai, mais j'ai pas de victoire, j'ai pas levé les bras cette année. Ouais, j'ai eu pas mal de petits soucis qui n'étaient pas grand chose à chaque fois et qui fait que quand tu cours après un résultat, bah, tu fais pas forcément les bons choix en course, tu fais pas les bons choix à l'entraînement, tu te remets en question pour pas grand chose. Et c'est vrai que ça a été un peu plus dur comme ça pour moi, mais après, voilà, j'aurais voulu gagner, ça a été surtout ça. C'est ça que je trouve dommage. Et après, voilà, ça fait partie d'une saison un peu particulière, avec, je pense, mes émotions les plus fortes depuis que je suis passé pro, mais les résultats peut-être les moins bons. donc, donc ça passe par ça, mais ça me donne surtout l'envie de pouvoir revivre ça dès l'année prochaine. Cette passion du cyclisme, tu la cultives depuis ton plus jeune âge. J'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur justement l'héritage. Parce que ton père, Laurent, a été un coureur professionnel de très grande valeur entre 1989 et 2001, si j'ai bonne mémoire. C'était une évidence de faire du cyclisme quand on est fils d'eux? Pas forcément une évidence. Eux voulaient pas forcément que je fasse du vélo. Mes parents, je parle bien parce que voilà, je pense que mon père savait que c'était difficile. Ma mère, elle était là pour l'accompagner aussi. Elle a vu les sacrifices qu'il faut pour ce sport et les jugements auprès des gens. Enfin voilà, plein de choses qui ont fait qu'ils ne voulaient pas que je fasse du vélo. Mais moi, depuis que j'étais petit, je voulais faire du vélo. Du coup, ils ont décalé un peu ma mise en place sur un vélo. J'en fais depuis presque avant que je marche, je pense. J'ai été capable de faire du vélo. C'est ça qui est assez paradoxal. Mais j'ai vraiment commencé en compétition à en faire en KD2, enfin minime 2, il me semble. Mais vraiment KD2 où j'ai fait une vraie saison pleine. Sinon, avant, je faisais que des courses l'été. Je roulais avec mon grand-père dans le sud Finistère, presqu'île de Crozon. Mon grand-père m'amenait tout le temps l'été faire des courses. Mais sinon, je m'entraînais avec lui dans la fameuse montée du Ménézum pour les connaisseurs. Et c'était à chaque fois un moment, moi j'adorais ça, donc j'étais passionné. C'est vrai que mes parents m'ont fait faire d'autres sports. J'ai fait du judo, de la natation avant. Et après, ils ont vu que de toute façon, je voulais faire du vélo, donc ils m'ont accompagné, et ils m'ont donné envie de faire ce sport après. Mais au début, ils sont restés un peu sur la défensive, parce qu'ils savaient très bien les sacrifices qu'il fallait faire pour ce sport, les chutes, tout ça. C'est quand même pas facile. Oui, puis tu as pris le temps d'apprendre le métier et très, très rapidement, durant les années cadet et puis ensuite junior avec le Big 2000, tu as montré à la fois dans tes résultats sur piste et sur route que tu avais le potentiel pour rêver à une carrière. Oui, bah, quand tu as des résultats tout de suite, c'est vrai que c'est plus simple. Parce que, pour moi, ce qui est assez marrant, c'est que je me suis jamais imaginé ne pas être pro. Depuis que j'étais jeune, j'étais sûr d'être pro. Alors, j'ai jamais. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un comme ça, mais je sais pas, pour moi, c'était un passage. Être professionnel. Et réussir après, c'était encore différent. Mais j'ai toujours gagné, donc pour moi, j'allais toujours gagner. Après, chez les pros, bon, tu te prends quelques claques quand même. Mais j'ai fait très peu de saisons blanches, j'ai toujours eu des résultats aussi. Donc c'est vrai que là-dessus, dès les catégories jeunes, ça m'a aidé à être ambitieux pour la suite. Et je pense que aussi, ça m'a donné envie de faire de très beaux résultats. Ouais. Qu'est-ce qui fait quand on est fils de cycliste qu'on réussit? Est-ce que c'est parce qu'on a plus de motivation? Est-ce que c'est dans les gènes? Est-ce que c'est parce qu'on a des conseils? Est-ce que c'est parce qu'on voit à la maison les copains de son père qui viennent et que ça donne envie de... Ouais, c'est un mix de tout, je pense. On fait une soupe et on mixe tout ça. Mais non, je pense vraiment, sincèrement, mes parents m'ont beaucoup aidé, ça c'est sûr. Ils m'ont fait faire des bons choix à des moments spécifiques. Et ils m'ont donné envie de faire du vélo. Et ils m'ont aidé, ils m'ont facilité la vie, entre guillemets, dans l'organisation, surtout, je parle. Organiser après les études, me forcer des fois à aller m'entraîner quand je voulais pas forcément. Quand tu finis les cours à 18h, que tu fais tes devoirs, il faut aller faire de l'homme-trainer à 21h. Bah, t'as pas envie. Puis eux, ils étaient là, bah, t'as ton entraîneur qui t'a dit de faire ça, bah, fais ça. Bon, je suis parti faire mon homme-trainer le soir à la maison. Et tout ça, ça m'a fait faire une routine un peu de performance, de galérer un peu. Et c'est tout ça qui m'ont donné sûrement envie aussi de faire ce sport.
c'est que le fait que ça marche avec ça. Puis après, bon, j'étais à une époque aussi où j'avais pas besoin de beaucoup rouler pour pouvoir gagner. Donc en amateur, moi, je faisais 2 sorties sur route. Sinon, c'était 2 hommes traîneurs et puis voilà. Et puis c'était la course. Alors que quand je vois maintenant, c'est encore différent. Alors, il y a un personnage que vous connaissez bien, qui est indissociable aussi un petit peu de votre parcours, de votre ascension. Vous l'avez connu très jeune. Il vous suit aujourd'hui chez les pros. Vous avez grandi ensemble. C'est David Gaudu. Je crois que vous l'avez connu hyper jeune. Ouais, bien sûr. Quand je faisais les courses justement l'été avec mon grand-père, là, il m'amenait sur les courses. Il y avait tout le temps David qui lui faisait des saisons complètes, mais c'était le coureur qu'il fallait battre. En fait, c'était assez marrant parce que David, il gagnait toute la saison. Et puis des fois, quand j'arrivais au mois de l'été faire quelques courses, bon, il gagnait souvent, mais ça m'arrivait de le battre. J'étais peut-être le seul coureur qui le battait. Donc ouais, depuis nos 8-9 ans, entre guillemets, sur les courses qui faisaient 5 km, c'était soit lui, soit moi. Donc c'est assez marrant de se resuivre et d'être toujours ensemble. Alors, vous n'avez jamais douté de passer pro dans ces années-là, vous l'expliquez, mais ce qui est frappant, c'est que vous avez été capable de suivre des études à très haut niveau, puisque vous êtes sorti d'une école d'ingénieur. Comment on concilie justement cette capacité à étudier avec la rigueur que ça suppose, et puis les entraînements? C'est grâce aux parents, ça pour le coup. C'est vrai que je vivais toujours chez mes parents et que j'aurais jamais pu avoir un appartement en études supérieures. C'était pas possible parce que tu peux pas concilier études plus vélo. C'est surtout des études poussées comme celle-ci à haut niveau parce que il y a toute l'organisation, se faire à manger, les tentations externes des études supérieures, le linge, le ménage, l'entraînement, tout ça, c'est un mix de plein de choses qui ont fait que mes parents m'ont vachement aidé là-dessus. Et c'est vrai que sans eux, j'aurais pas pu concilier les deux, mais c'est une organisation aussi particulière. Je pense que tout mon entourage s'est associé pour m'aider dans plein de points et qui m'ont permis de le faire assez facilement. Et vous disiez tout à l'heure que c'était pas évident d'aller faire du home trainer après avoir fait les devoirs, après avoir travaillé. C'était quoi la tentation? C'était plutôt de laisser de côté le home trainer ou les devoirs? En fait, mes parents étaient intelligents là-dessus. Ils me disaient de d'abord faire mes devoirs avant de faire mon home trainer. Donc, j'étais obligé de faire mes devoirs. Et puis après, j'avais pas envie de faire l'home trainer. Mais bon, du coup, comme je préférais le home trainer, ils m'ont dit, bon, du coup, vas-y. Donc, c'était plus simple dans ce sens-là. Après, la plupart du temps, quand je partais rouler sur la route, je partais avant de faire mes devoirs, forcément, quand il faisait jour. Mais là, en heure d'hiver, c'était obligé de... Il fait nuit à 17h, donc les cours, je terminais, il faisait nuit, donc c'est plus compliqué. Cette discipline-là explique pourquoi vous êtes passé pro à seulement 21 ans, quand on voit qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à avancer l'âge auquel on passe pro. Pour vous, ça veut dire que ça vous a aussi apporté la maturité, la sérénité d'avoir ce bagage scolaire avant de se livrer à fond dans la carrière? Je pense, ça c'est sûr, ça m'a forcément aidé. Après, moi, je voulais pas forcément passer pro aussi. Je me sentais pas mûr à cette période pour faire une carrière. C'est vrai que passer pro, c'est bien. Mais le plus dur, c'est de durer chez les pros. Et il faut arriver à un moment où tu te sens capable de performer, surtout dans le rôle que moi, je voulais avoir. Donc, j'ai préféré prendre mon temps, me former, apprendre aussi à courir avec, comme on dit dans le milieu, la pancarte. Parce que j'avais le maillot de champion de France. Ma dernière année en amateur, tout le monde... j'avais gagné... 15 courses l'année d'avant, tout le monde me dit j'étais l'homme à battre. Et donc tu cours, apprendre à courir avec ça, c'est pas facile. J'ai appris beaucoup. J'ai pas gagné beaucoup de courses cette année-là. J'ai dû gagner que 3 courses ou 4 courses, sachant que j'en avais gagné 15 l'année de l'avant. Donc tu te dis tu te remets en question sur plein de trucs, et je pense que ça m'a vachement servi pour mes années chez les pros. Aujourd'hui, on a encore un petit peu de mal à vous classer dans une catégorie de coureurs. On ne sait pas trop si vous êtes un coureur d'un jour, parce que vous êtes brillant sur les classiques. On ne sait pas trop si vous êtes un coureur qui brille sur les grands tours, parce que vous avez fait des bons résultats, que ce soit sur votre premier Tour d'Italie, mais encore sur le Tour de France. Quel est votre sentiment? Que je suis pas classable. Mais je veux pas l'être non plus. C'est moi, je suis le coureur que je suis. Et moi, je m'arrache sur chacune des courses, que ce soit une course par étape, une course d'une journée. Je ferai toujours le maximum que je peux donner. Donc à partir de là, le résultat, s'ils vont sur une course par étape, ça va aller. Si c'est sur une course d'une journée, je ferai tout pour que ça aille aussi. Moi, je préfère forcément les courses d'une journée. C'est celle qui me... La pression de pas le droit à l'erreur, je l'aime beaucoup.
J'aime beaucoup cette pression-là le matin, quand tu dis que tu n'as qu'une chance. Les courses par étapes, des fois, justement, tu dis que tu as le lendemain et j'arrive à moins m'impliquer sûrement le jour de la course de temps en temps. Donc, après, j'aime tout et je ne veux pas me mettre de limites. Chez les jeunes, même en amateur, tu me dis, même quand je suis passé chez les pros, t'es quoi comme type de coureur? Moi, je sais que je suis un puncher grimpeur, je suis pas mauvais au sprint. Voilà, mais je veux pas être. On a essayé de me classer dans une catégorie, mais moi je veux pas l'être parce que je vois pas l'intérêt de le faire tant que tu prends du plaisir à faire ce que tu as envie de faire et que tu performes sur chacune des courses, c'est le plus important. Et moi, je prends une course comme un départ à chaque fois, comme si c'était la première, et j'essaie de faire le meilleur résultat possible. Et justement, quand on fait un top 10 du Tour, comme vous l'avez fait, est-ce qu'on n'aurait pas envie, à un moment donné, de se dire, allez, pourquoi pas tenter de basculer dans cette catégorie des grimpeurs potentiels pour accrocher, pourquoi pas, un top 5 un jour? Peut-être, mais ça, je le ferai de mon côté, sans en parler à personne ou juste à l'équipe. Parce que je vois bien que David Gaudu, la pression médiatique qu'il a autour de ça, du Tour de France, autour des grands tours, c'est tellement énorme que moi, je ne serais pas capable de l'assumer à 100%. Et puis, de toute façon, je le ferai pas tant que j'ai pas gagné sur un grand tour. Surtout sur le Tour de France. Moi, je vois ma fin de carrière avec une victoire sur le Tour. Donc, tant que je l'ai pas fait, je me vois pas d'essayer de faire 5e, 7e. J'ai déjà fait 10e du Tour. Ouais, peut-être que j'aurais pu finir 8e cette année-là, mais c'est quoi la différence entre 8 et 10? C'est rien, alors que faire 2e d'étape ou gagner une étape, c'est tellement 10 fois plus que je préfère faire ce choix pour l'instant. Au seuil de votre 8e saison chez les pros, déjà, à seulement 28 ans, dans quel domaine vous pensez être capable de progresser? Dans presque tous les domaines, j'espère en tout cas. Moi, je vois la marge de progression partout. Forcément, ça passe par des choses à changer, à se réinventer, à sortir d'une routine. Je suis professionnel au sein de la même formation depuis que je suis pro, donc forcément, faut faire des changements parce que sinon, tu tombes dans une routine où tu n'as pas de remise en question, où elle est moindre. Donc, c'est des changements sur la préparation, sur les stages, sur les objectifs, sur les courses de prépa aussi, pour réussir à atteindre les objectifs qu'on se fixe avec l'équipe aussi le plus vite possible. Donc, moi, j'ai hâte de cette saison 2025. J'ai hâte qu'elle soit belle aussi. Et j'espère qu'elle va bien se passer. Et depuis toutes ces saisons-là, où est-ce que vous avez le plus progressé? Est-ce qu'il y a un endroit, un domaine qui vous a étonné dans la progression? Ouais, je pense que je suis plus résistant. C'est là où j'aime beaucoup. Après, tout le monde me dit toi, t'aimes les courses quand c'est long, t'es plus fort. Oui, mais après, je travaille aussi ça. Hein. Très peu de personnes qui font des 7 heures à l'entraînement maintenant, qui en font plusieurs même. C'est au détriment peut-être de d'autres spécificités, mais moi, c'est ce que je recherche. Parce que pour moi, les grosses courses, c'est que les courses longues. Les courses où il faut être performant, c'est les courses qui font 6 heures de course. Et c'est là où qu'on m'attend aussi au sein de l'équipe, donc il ne faut pas non plus se tromper d'objectif. Et donc moi, je prends beaucoup de plaisir là-dessus aussi, parce que j'ai un avantage par rapport aux autres, inconsciemment peut-être, parce qu'il y en a plein qui disent « Ah, t'es fort là-dessus ». Moi, dans ma tête, ça m'endurcit encore plus, donc tant mieux. Mais c'est vrai que là-dessus, j'ai bien progressé. Après, même sur les efforts de PMA, j'ai bien progressé aussi. Après, c'est les efforts que j'ai le plus travaillé pour les classiques essentiellement. Sur les grands tours, ça fait quelques années que j'ai pas vraiment travaillé vraiment la montagne. J'étais en stage, mais quand tu fais pas de course en montagne, tu peux pas être performant. Et on le voit à chaque fois, moi, sur les fins de grands tours, c'est là où je suis le mieux en montagne, parce que tout le monde me dit tu récupères bien. Oui, mais c'est aussi que j'ai pas pu faire de montagne avant trop, parce que je suis typé classique. Donc quand tu arrives sur le grand tour en montagne, forcément que au fur et à mesure du grand tour, tu vas progresser pendant que les autres vont rester à leur niveau. Donc moi, j'espère un peu changer ça aussi si je veux gagner sur le tour. Il y a plein de petits détails à aller chercher partout et qui font, j'espère, que je vais faire une belle saison. Donc ça suppose peut-être de changer le programme de course, notamment au printemps, avec davantage, on va dire, un esprit ardennais que flandrien? Je pense pas, justement. C'est toujours garder mes objectifs. Pour moi, je veux les garder. Après, c'est surtout la préparation de ces objectifs qu'il faut changer. Parce que quand tu fais toujours la même chose pendant 3-4 ans, ça devient... Tu sais que c'est un point de passage, tu sais que c'est ça, et tu as du mal à rentrer peut-être mieux dans les courses que de faire une nouveauté. C'est plus ça que moi je vois. Les stages aussi, pourquoi pas changer un peu, varier, faire des stages différemment. Il y a plein de choses à voir qu'on est en train de mettre en place tranquillement avec l'équipe. Dans la réorganisation, on va essayer de faire un truc un peu
un peu différents pour pouvoir atteindre nos objectifs qu'on se fixe tous ensemble. La saison 2025 commence là. Justement, après une saison 2024 un peu frustrante, hors JO, ce sera quoi vos objectifs et vraiment une saison réussie pour vous? Déjà gagner, pour commencer gagner, c'est le premier point, peu importe la course, parce que maintenant on se rend compte que toutes les courses sont dures à gagner, que dans chaque course il y a un niveau de fou. Et ensuite, moi je peux pas rester que sur une deuxième place au JO, il faut que je gagne sur le Tour, je gagne une classique en Belgique, regagner une classique, gagner sur le Tour de France. Et voilà, je pense que si je fais ces 2 objectifs-là, on ne pourra pas me contredire pour dire que ma saison était réussie. Alors on a repéré, quand on lit toutes vos interviews, différents surnoms. Vous allez nous dire si on a bien lu. Je crois que Philippe Mauduit, votre directeur sportif, vous appelle le 4-4. Thomas Vauclair, lui, a coutume de vous décrire comme un tracteur. Pourquoi? C'est vrai. Non, je sais pas, tout ça vient... le point de départ de tout ça, ça reste Thibaut Pinot quand même. C'est ce que je retiens, moi. C'est lui qui m'a sorti tous ces surnoms-là. Mais parce qu'ils me disent que je passe partout, que je suis infatigable, que je suis capable de tout faire, que des fois je me rends pas compte de mon potentiel, de ce que je suis capable de faire dans n'importe quel terrain. Moi, je leur réponds que je sais ce que je suis capable de faire, mais c'est vrai que des fois, ça peut être frustrant parce qu'ils disent il est bon là, mais je suis pas excellent dans un domaine. Je suis bon, voire très bon dans certains. Et donc, c'est ça qui peut être un peu frustrant pour tout le monde, même pour moi, mais c'est moi et je suis le coureur que je suis. Donc, après, maintenant, quand t'es pas excellent dans un domaine, tu dois avoir de la réussite. Et après, c'est à moi de justement faire en sorte de l'avoir et de la provoquer. Alors le Tour de France 2025 passera par l'Ouest, après 3 années en évitant nos régions, de Normandie, Bretagne et Pays de Loire. Quelles étapes vous inspirent? Il y en a plein. C'est vrai que ce début de Tour de France, la première semaine est très belle pour les baroudeurs, sprinters, punchers. Et moi, j'aime bien parce qu'il va y avoir des opportunités. Après, il faudra la saisir, prendre la belle et avoir de la réussite, tout simplement parce que sur le Tour, il y a tellement peu d'étapes qui sont pour les baroudeurs ou les punchers comme moi que ça retire beaucoup d'opportunités, mais faut avoir de la réussite et être en forme. Et je pense que voilà, il y a des très très belles étapes dès la première semaine. Ensuite, ce sera plus typé montagne. Et j'espère que les 2 dernières semaines du Tour seront des semaines bonus et que j'aurai atteint mon objectif dès la première semaine. Ce serait super. Juste Valentin, en 2025, on parlait des objectifs sportifs en course, mais vous êtes aussi un grand passionné d'hippisme. Et en 2025, vous avez aussi forcément quelques objectifs, je suppose, parce que vous avez des chevaux. Ouais, l'objectif, c'est pas forcément des objectifs de résultats, mais c'est vrai que j'ai quelques trotteurs. Mais l'objectif, c'est surtout de prendre plaisir à vivre des émotions un peu différentes. C'est vrai qu'on a coutume avec ma compagne d'échanger là-dessus. Elle me dit, mais tu vois, là, tu es en train de vivre des émotions sur des courses que nous, ta famille, on vit pendant que tu es sur le vélo. C'est vrai que c'est assez marrant le rapprochement. Et moi, je ne demande pas à ce que mes chevaux performent. Je veux juste prendre du plaisir et vibrer un petit peu sur certaines belles épreuves. Et c'est pour ça qu'on a ça. C'est pour vivre un peu des exploits sportifs à travers les chevaux. Et je trouve ça vraiment top. Il y a un autre domaine aussi où vous avez envie de vivre des exploits sportifs. Je crois que c'est avec le Stade Brestois, qui est c'est vrai. Un club cher à votre cœur. Ouais, c'est vrai. Non, j'aime beaucoup le Stade Brestois. Dès que je peux aller les voir, je vais les voir. Ça, c'est sûr. J'essaie vraiment d'aller me déplacer au maximum sur les matchs quand je peux le faire. C'est vrai que mes week-ends sont beaucoup pris, donc on essaie de faire le maximum. Mais ouais, j'aime beaucoup suivre le Stade Brestois, surtout quand tu as la chance d'avoir le club de ta ville qui performe à ce niveau-là. Faut en profiter parce que je sais très bien que ça va pas durer. Donc si en 2025 vous deviez choisir entre un grand parcours du Stade Brestois en Coupe d'Europe, une victoire sur un hippodrome ou alors une victoire en course, moi je choisirais égoïstement moi. Mais je serais tout aussi heureux pour les 2 autres. Ça sera le mot de la fin. Merci Valentin, merci Dominique et Gaspard pour ce premier numéro de 100% vélo. On se retrouve très vite, dès lundi prochain, pour un nouveau podcast. À très vite. 100% vélo, un podcast Ouest France.